Alors, yes. Pourquoi ça me dit cette réunion est en cours d'enregistrement conserver, continuer, oui. Okay, ça me demande mon accord. C'est ça, exactement. Ok, cool. Bonjour Ikram, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour le podcast Divergent. Je me réjouis vraiment parce qu'on m'a beaucoup parlé de toi, donc du coup je suis vraiment contente de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, justement, qui te découvrent, comment est-ce que tu te présenterais? Salut Sandra, salut à tous ceux qui nous écoutent. Alors moi c'est Ikram, qu'est-ce que je pourrais dire de moi? Alors je suis une personne qui, on dit de moi que j'ai un parcours assez inspirant, ça m'étonne toujours d'ailleurs de l'entendre. Je sais que tu as entendu parler de moi à travers une interview que j'ai pu faire pour un de mes mentors. Et c'est vrai que les retombées ont été incroyables et le mot qui est ressorti c'est inspirante. Ça me flatte beaucoup. Néanmoins je me décrirais comme une personne qui a une force de caractère, qui bouge pas beaucoup, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps là et elle m'anime profondément. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a une force de caractère à toute épreuve. Même dans l'épreuve, je vais être toujours très très forte. Et, euh, et donc, je suis quelqu'un qui a envie de partager cette force de caractère, qui pour moi, d'aussi loin que je me souvienne, elle a quasiment tout le temps été là. Et j'ai remarqué qu'en fait, chez les autres, c'était pas forcément naturel. Et, euh, et je m'étonnais toujours de voir les gens dans des situations où ça les mettait à mal, en fait, où les situations les mettaient à mal. Et moi, ça me surprenait. Je me disais, mais waouh, en fait, tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, ouais, si je devais me résumer à un seul mot, ce serait ça, ouais, force de caractère, même si du coup, on en a deux là. Mais force de caractère, ce serait un mot qui me résumerait bien. Et, euh, et mon intention avec ça dans la vie, c'est d'aider les gens à s'élever. D'aider les gens à s'élever parce que moi, j'ai souvent vu cette force de caractère comme quelque chose d'inhibant, un frein. Euh, et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est l'une de mes plus belles forces. Il faut juste que j'apprenne à l'aimer et qu'il y en a d'autres à qui en manquent cruellement et qui auraient besoin qu'on leur en donne un peu. Et aujourd'hui, j'en donne et, euh, et j'essaye de faire en sorte que ça les élève. Ok, donc c'est vraiment se mettre au service cette force de caractère, c'est ça, pour permettre à d'autres de s'élever, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est vraiment ça qui m'anime, c'est-à-dire de comprendre qu'en face, les gens, ils n'ont pas forcément le même vécu que moi et que j'ai beaucoup jugé en plus les personnes qui n'avaient pas forcément ça. Parce que pour moi, c'était un peu cette notion de marche ou crève, effectivement. Hein. Soit tu es forte, soit la vie te bouffe, te mange. C'est ça, c'est Et la loi du plus fort un peu comme un ça. petit peu, ouais. Moi, j'ai beaucoup été dans les rapports de force et dans l'affirmation de moi. Euh, et c'est vrai que du coup, c'est quelque chose qui a beaucoup fait mes luttes et mes différentes batailles dans la vie. Et c'est ce qui m'a menée là où je suis. Mais ça a aussi été un frein dans certaines situations. Et aujourd'hui, j'en fais effectivement ma plus belle force dans mon travail et dans ma vie de tous les jours. J'aide les gens à être forts, j'aide les gens à s'élever avec la force qu'ils ne soupçonnent pas forcément chez eux ou qu'ils n'arrivent pas à canaliser chez eux pour en faire une force. C'est-à-dire que ça devient un frein pour eux, comme C'est ça a ça. pu l'être pour moi parfois. Ouais, je trouve ça assez intéressant, surtout que la question d'après, du coup, je m'imagine déjà différentes réponses possibles, mais je vais pas. C'est une question que j'aime bien poser parce que je la trouve un peu décalée et fun. La proposition est la suivante, c'est si tu étais un animal, un arbre, une couleur, une musique peut-être, quelque chose d'autre que toi, Ikram, tu serais quoi et pourquoi tu serais cette chose? Ouais. Alors, tu m'aurais posé la question il y a 2, 3 mois de ça, je t'aurais répondu une lionne. Une lionne. Je t'aurais répondu une lionne. Mais cette lionne, elle s'est transformée en papillon. En Oh, petit papillon bleu. excellent. En petit papillon bleu, vous le verrez souvent si vous me suivez sur mes réseaux sociaux. Hmm, Pourquoi? Parce que j'aime cette idée d'être chenille et de devenir papillon. hmm, Euh, C'est-à-dire de se servir de tout ce qu'on a au fond de ses tripes, euh, même les choses qu'on n'aime pas, hmm, et d'en faire notre plus belle arme, notre plus belle force à l'intérieur de nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore tout à fait le papillon que je voudrais être, mhm. euh, mais en tout cas, j'y tends. Et je sais que ça va être le travail de toute une vie. En tout cas, c'est comme ça que j'aime m'identifier aujourd'hui, comme un papillon bleu. Ouais, ça me parle assez bien, le papillon. D'ailleurs, tu verras que le logo du podcast, il y a un papillon.
Clairement. Comment on se retrouve. Bizarrement. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a, oui, c'est vraiment cette notion de métamorphose, ça me parle assez bien, tu vois, du Mm, papillon. Puis moi, j'avais aussi cette dimension, je ne sais pas si ça va te parler, mais tu vois, le papillon, avant d'être papillon, il est chenille, et quand il est chenille, en fait, il a une tendance à beaucoup amalgamer mm, d'expériences, de choses. Et c'est que dans la phase, donc il est beaucoup dans l'action, on va dire ça comme ça. mm, Puis après, il passe dans la phase chrysalide mm, mm, pour mm. Mm. après devenir le papillon. C'est ça. Et moi, c'est vraiment cette métamorphose-là que je me dis, mais oui, en fait, c'est le chemin, comme tu disais, le chemin d'une vie. En fait, Mm, on est mm, mm. là, à être dans l'action, etc. Et c'est quand on se pose qu'on arrive à transformer toutes ces actions, toutes ces, voilà, tu disais aussi, C'est tu ça. parlais des circonstances de vie tantôt. Donc, ouais. Et pourquoi bleu d'ailleurs, le papillon? Bleu, parce que bleu, pour moi, ben, c'est l'élévation, c'est cette idée du ciel. Le ciel est Mhm. bleu, tu vois. Donc, je m'envole vers ce qui est bleu et le bleu se reflète sur moi. C'est ça. Ok, Mm, ok. Donc, ouais, je vois bien le papillon bleu, du coup. mm. Cool, merci pour ça. Et mais du coup, ça m'intéresserait aussi, tu vois, que tu me racontes un peu l'histoire de ce papillon bleu, de cette lionne transformée en papillon bleu. Tu racontes ton histoire, bah, tu la commences où tu veux, tu m'en dis ce que tu veux, tu la termines où tu veux, et on a le temps de t'écouter avec grand plaisir. Ok. Bah, écoute, moi j'ai bien envie de te parler de la petite Ikram. Commencer par elle, parce que pour moi, derrière chaque adulte, ben, il y a un petit enfant intérieur. Mhm. Et ce petit enfant intérieur, il a tendance à faire l'adulte qu'on est. Mais pas souvent de la bonne manière. C'est-à-dire que j'ai été cette petite fille très heureuse, comblée au niveau affectif, émotionnel, au niveau relationnel, etc. avec ses parents jusqu'à l'âge de 6 ans. Le tournant, pour moi, il s'est fait à l'âge de 6 ans. Et ça, je l'ai conscientisé à l'aide d'une coach, une superbe coach, Margot Klein, Mhm. qui m'a accompagnée et qui m'a aidée dans une session super pouvoir à identifier justement quel a été ce point de bascule chez moi. Et ce point de bascule chez moi, il a eu lieu à l'âge de 6 ans, quand on a accueilli ma petite sœur. Donc j'ai été la dernière, la petite dernière pendant 6 ans. Et du coup, j'étais le pacha à la maison, et puis j'avais tout ce que je voulais, toute l'attention, l'écoute et l'affection. Et donc jusque-là, j'étais plutôt voilà, une petite chose toute fragile, qu'on prend dans ses bras, qu'on cajole, voilà. Et puis je me complaisais dans ce rôle. Vraiment, j'aimais ça. Même si par moments, c'était un petit peu douloureux d'être le souffre-douleur des grands frères et grandes sœurs. Mais pour autant, elle m'allait bien cette petite place. Ouais. Et en fait, à partir du moment où ma petite sœur est arrivée, j'ai eu beaucoup de mal à savoir qui j'étais dans cette Mhm. famille, euh, où en fait, je trouve plus ma place. Euh, Mhm. je remarque qu'il n'y a plus d'attention pour moi, il n'y a plus autant d'affection pour moi, il n'y a plus autant de disponibilité pour moi. Et pendant 6 ans, ça avait été ça. En fait, la règle, c'était que c'était moi, le petit bijou, le petit précieux. Et puis là, ça a mis une claque. Et j'ai eu des envies euh, qui aujourd'hui me font peur. Je me dis, mais comment une enfant de 6 ans a pu ressentir des choses comme ça? Je me souviens que j'ai détesté ma petite sœur, mais du plus profond de mon être. Et ça, jamais personne ne le remarque. Enfin, moi, je pensais qu'on l'avait remarqué, hein, mais au final, aujourd'hui, quand j'en parle, personne ne l'avait vraiment remarqué. Mhm. Donc j'avais une profonde colère en moi. C'est-à-dire que j'étais à la fois contente d'avoir une petite sœur avec qui moi aussi je pourrais un petit peu lui mettre la misère et puis faire ma commandante et ma grande sœur en chef. Et puis de l'autre côté, voir qu'en fait ça me coûtait si cher que ça, j'étais pas OK du tout. Mhm. Et, euh, et donc cette petite sœur a pris plaisir à me faire la misère. C'était une jolie petite blonde, toute mignonne, qui était là, voilà, qui se pavanait devant moi toute la journée, qui me prenait tout ce que je pouvais avoir jusqu'à présent. Et ça a fait naître chez moi une colère. Hop, et là est née la force de caractère. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, OK, là vraiment, il va y avoir le marche ou crève. Il va y avoir en fait, ben, soit tu arrives à te suffire à toi-même, euh, soit tu n'y arriveras pas en fait. Et donc Mhm. vraiment, pour moi, ça a été le point de bascule que j'ai conscientisé il y a un peu plus d'un an de ça maintenant, et qui a fait naître un peu la lionne que j'ai été pendant toutes ces années. C'est-à-dire que vraiment, je me suis mise en mode survie. Voilà, là, vraiment, c'était mode survie. Ok, tu n'existes plus par ta petite place de petite dernière. Eh bien maintenant, il va falloir que tu trouves un autre moyen d'exister. Mhm. Mon père a souvent affirmé haut et fort que c'était ma mère qui avait voulu ce dernier enfant. Et je me suis dit, ok, donc c'est elle la responsable en fait. Je lui Mhm. suffisais pas, j'étais pas assez bien, je faisais pas le poids. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle ait besoin de rajouter un autre enfant? Et donc du coup, j'ai cherché l'affection de mon père. Mon papa est quelqu'un qui valorise énormément la réussite. Mhm. C'est quelqu'un c'est un immigré marocain qui a été maçon toute sa vie, qui y a laissé sa santé, son dos, et c'est quelqu'un qui valorise beaucoup les diplômes et la réussite sociale. Et,
Et moi, je l'ai compris, ça, un enfant, ça comprend beaucoup de choses, énormément de choses. Et moi, je me suis dit, OK, donc c'est pas lui qui a voulu déjà ajouter un enfant pour m'embêter. Et puis en plus de ça, lui, je sais exactement ce qu'il aime et je sais quel sera le prix de son amour. Ce sera de réussir à lui ramener des trophées, des victoires et des diplômes. Et donc, c'est ce que je me suis évertuée à faire tout au long de mon parcours scolaire. Ramener des bonnes notes, de bonnes moyennes. Je me souviens que le jour du bac, il me prend par-dessous les aisselles et puis il me soulève et puis il tourne sur lui-même tellement il est content que je lui ramène ce fameux bac. Et il faisait des rêves plusieurs jours avant en me disant mais ne t'inquiète pas ma fille, j'ai rêvé que tu l'avais, tout ira bien. Voilà, c'est pour te dire à quel point il Ouais. vivait plus intensément que moi ces moments-là. C'est quelqu'un qui m'a accompagné pour passer le concours Sciences Po, qui m'a attendu toute la journée à Aix-en-Provence devant le centre d'examen pour que je puisse passer le concours Sciences Po. Donc là, c'est quelqu'un qui était très très fier de dire que ses enfants avaient des diplômes et qu'ils avaient réussi là où lui n'avait pas réussi. Il disait toujours, moi je suis pas venu en France pour que mes enfants soient réduits à ce que moi j'ai été réduit, hein, même si bon, je pense qu'il n'avait pas beaucoup de recul sur la question dans le sens où voilà, quand vous êtes un immigré qui arrive en France et que vous venez principalement parce que dans votre pays, vous fuyez la famine et tout ce qui ne va pas, vous avez l'ambition que vos enfants ils feront mieux que vous. Et j'étais un petit peu la première à lui ramener ça. Et du coup, j'ai été sa petite fierté. Et donc, de cette manière, je retrouvais un petit peu ma place Mmh. de favorite, de préférée. Et du coup, ça, je m'en suis rendu compte il y a un peu plus d'un an. Quoi, tu vois, c'est incroyable. Et, euh, et donc voilà, toujours dans cette force de caractère très masculine, je me suis développée de manière très très masculine, une résilience à toute épreuve. C'est-à-dire que pour moi, un non, c'est pas un non, je vais aller chercher un oui d'une manière ou d'une autre et je vais chercher plus grand que ce que tu m'as refusé. Et du coup, voilà, je me suis beaucoup développée en lutte, mais vraiment comme une guerrière, en mode, il y a aucune porte qui ne cédera pas devant moi. Je vais toutes les pousser, quitte à écraser s'il faut, je réussirai. Par contre, attention, toujours de manière loyale. J'écrase pas les gens. J'ai toujours essayé d'être loyale parce que j'ai un grand sens de la justice, de l'équité, de la loyauté. Et puis surtout, pour moi, la victoire, il faut qu'elle soit belle. Je ne peux pas arracher une victoire euh, qui viendrait la réduire par la manière dont elle a été obtenue. Le comment est très important pour moi. Mmh. Et du coup, j'ai eu toutes ces belles victoires, hein, un beau bac+5, juriste en droit des affaires et de l'entreprise, avec un beau diplôme qui fait bien plaisir au papa, avec un super poste. Je fais un stage de fin d'études où ça se passe super bien pour moi. Et on m'embauche juste après. La petite provinciale du sud de la France monte à Paris. Je me retrouve dans les beaux quartiers parisiens. Je vis une première expérience professionnelle absolument incroyable avec un salaire incroyable qui pour moi est signe aussi de réussite sociale et pour mon papa ouvrier, j'avais le salaire qu'il avait touché lui au bout de 30 ans de carrière peut-être et du Ouais. coup c'était incroyable. Je les ai beaucoup gâtés, je me suis beaucoup gâtée et voilà pendant un an j'ai vécu une superbe expérience à Paris et puis il y a eu ces fameux attentats Mmh. euh, du Bataclan, 13 novembre 2015. Et là, ça me met une claque. Ok, Ikram, t'as tout. T'as l'amour de ton papa, t'as la reconnaissance de ta maman, qui pendant toutes ces années, t'as un petit peu laissé au profit d'une autre petite fille. Enfin, en tout cas, dans mon esprit d'enfant, c'était ça. Ouais. Voilà, t'as coché les cases là. Et qu'est-ce qui se passe? Je suis pas heureuse. Je suis pas heureuse. Il y a un vide à l'intérieur de moi, mais vraiment un vide très très intense. Mmh. Et, euh, et c'est là que je sens qu'en fait, c'est la spiritualité. Je suis trop dans le matériel, trop dans la vie, trop dans le, comment dire, trop ancré, les pieds trop ancrés dans le sol. Et en fait, ça Mmh. me fait pas du bien. Et moi, j'ai besoin de légèreté, de voler un petit peu, de déployer ces fameuses ailes de papillon. Et là, je me dis, mais c'est quoi mon problème en fait? J'ai 23, 24 ans à ce moment-là, j'ai le salaire d'une cadre, j'ai les responsabilités de cadre, j'ai un superbe appart, je vis dans une ville magnifique où j'aime vivre. Qu'est-ce qu'il me faut de plus, mince? Et du coup, je me dis, non, c'est pas ça, il y a un vide. Et c'est là que ma spiritualité va prendre le relais. Et je me dis, OK, j'ai besoin de quelque chose de plus grand que moi, quelque Mmh. chose qui me dépasse, quelque chose qui donne du sens au-delà du matériel et de la reconnaissance et du prestige et de la réussite qu'on m'a vendu parce qu'on m'a dit que c'était ça, être heureux. Et en fait, c'est pas du tout ça, je me sens pas heureuse. Et donc, c'est là que je vais avoir envie notamment de me voiler, parce que je suis une femme voilée. Et c'est là que je le pose sur ma tête ce soir-là. Donc, on était un soir de décembre, fin décembre, donc les attentats avaient lieu un mois avant. Mmh. Et je le pose sur ma tête et puis je me regarde dans le miroir et je me dis, ah, je me sens bien. Comme si ce voile, il me connectait direct au divin. Et là, je me dis, waouh, ok. Je ne le porte pas tout de suite, hein. Va s'écouler plusieurs mois entre le moment où je fais les essais devant mon miroir et le moment où je le porte véritablement. Mais je sens que là, je touche à cette légèreté et que Mmh. tout d'un coup, ce vide, il se remplit.
Je me dis, ok, en fait, c'est juste ma foi qui m'appelle à m'élever en termes au niveau spirituel C'est et à ça. laisser un peu tout ce qui relève de la réussite et tout ce qu'on m'a vendu comme étant le bonheur. Et donc, je fais le choix quelques mois plus tard. Je lâche cette vie à Paris. Ça, 6 mois plus tard, je lâche cette vie à Paris. J'abandonne tout alors que c'est tout ce dont j'avais toujours rêvé. Je Tu reviens dans le sud démissionnes? vivre près des miens. Pardon. Tu démissionnes du coup? C'est ça? En fait, c'était des missions d'intérim avant un éventuel CDI. Mmh. Et puis moi, je leur dis, voilà, je ne renouvellerai pas cette fois-ci, je m'en Ouais, vais. c'est ça. Euh, Mmh. je Ciao. lâche, voilà, ciao, je prends mes valises, je redescends dans le sud de la France. Et Mmh. là, je me suis cherchée. Alors, j'ai eu une période de vide. J'ai une période de vide parce que du coup, j'étais quelqu'un et hop, du jour au lendemain, j'étais plus personne. Parce que quand vous êtes au chômage, clairement, vous êtes Mmh mh. personne. Et j'ai essayé de me faire accepter telle que je suis, notamment avec le voile que du coup je portais sur la tête. Et premier entretien d'embauche, ça a été niette. Non, non, madame, vous n'avez pas bien lu notre charte sur la laïcité, etc. Bon, moi j'ai cru qu'on était à McDo, venez comme vous êtes. Et en fait, non, pas du tout. On n'est pas au McDo. Et en fait, tu viens pas avec ça sur la tête parce que ta spiritualité, c'est entre toi et ça n'a rien à faire ici. Mmh. Ok, je finis par me résoudre à l'enlever et à chercher du travail. Et puis je finis par trouver parce qu'en fait, il faut savoir que je me suis toujours identifiée à mes réussites et aux trophées, aux victoires que je ramenais. Mmh. Et là, en fait, ce voile, il était un frein à ça. C'est-à-dire que je ne pouvais plus Ouais, me c'est ça. cacher derrière cette identité de nana à qui tout réussit. Mmh. Donc, je finis par l'enlever et puis je retrouve un poste et puis ça se passe bien. Mais c'est pareil, ça ne me nourrit pas et je sens toujours ce vide à l'intérieur. Et pourtant, j'aime le droit et j'aime ce que je fais, mais ça ne me nourrit pas. Ça me nourrit pas. Voilà, c'est cool, mais ça ne me nourrit pas. C'est ça. Et puis en plus, je me sens pas reconnue et puis je me sens pas moi-même. Je vais sur un autre poste, donc le troisième poste que j'aurai, ce sera le dernier, je ne le savais pas à ce moment-là. C'est un autre poste, pareil, dans le juridique. Et là, j'aime ça parce qu'il y a de l'humain. Je fais du conseil juridique par téléphone pour des particuliers, des professionnels. Et j'aime ça parce qu'il y en a certains, c'est des situations d'urgence, des situations de drame Mmh. familial, d'héritage, enfin, il y a un petit peu de tout. Et j'aime ça parce qu'il y a de l'humain. Mais à côté de ça, c'est l'usine. C'est-à-dire que vous répondez à une question en 8 minutes ou bien le boss, il n'est pas content. Il est derrière vous et vous demande de Ouais, résoudre une situation juridique en 8 minutes. Donc, ouais, c'est un c'est peu ça, l'usine, les urgences juridiques, en fait. c'est ça. Et moi, c'est pas du tout OK de travailler comme ça. Moi qui aime bien rentrer dans la profondeur des choses, aller au bout des choses. En 8 Et minutes. voilà. Et là, pareil, je sens qu'on ne me reconnaît pas non plus. Mmh. Je sens que mes compétences ne sont pas valorisées, que je suis juste un numéro parmi tant d'autres qui doit décrocher le téléphone, répondre à une urgence juridique et raccrocher très vite pour en reprendre un autre. Mmh. Et je me dis non, c'est pas moi ça. Donc pareil, je finis mon CDD, je m'en vais. Et, euh, et je retombe dans ce vide. Waouh, qui suis-je? J'ai pas de travail. Mon bailleur qui est en train de vendre l'appartement me dit qu'il va falloir que je parte bientôt, sauf que je suis au chômage, ça va être compliqué de retrouver un autre appart. Je ne veux pas retourner chez mes parents parce que j'ai 26 ans et que je ne vois pas du tout retourner chez mes parents à cet âge-là. Et là, je me dis, ok, rien qui va pour moi, ni le sentimental, ni le personnel, ni le professionnel. Enfin, voilà, je perds complètement pied. Je tente un retour à Paris, bizarrement, un retour aux sources. On va retourner là-bas. Là-bas, il y a du boulot, ils voudront bien de moi. Il y a beaucoup plus de melting pot et peut-être qu'ils m'accepteront telle que je suis et je pourrais être vraiment dans l'affirmation de moi. Et puis finalement, pareil, ce qu'on me propose là-bas, ça ne me va pas. Ça ne me va pas. Et puis je ne me vois pas y retourner, même si j'aime Paris. C'est vraiment une ville qui est dans mon cœur profondément. Mais je ne me voyais pas y retourner. Et mince, je me sens à ma place nulle part. Et je me dis, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Et puis un jour, je me connecte profondément à Dieu. Et je lui dis que j'en peux plus, en fait. Que j'en peux plus, que ça y est, je suis au bout du bout, que je ne sais plus quoi faire de moi. D'accord. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir devenir? J'ai des diplômes, ouais, mais je me sens pas bien, en fait, et il n'y a rien qui va. Et je lui demande profondément de m'ouvrir cette porte que peut-être que je suis incapable d'ouvrir ou de voir, et qui va me permettre d'être enfin alignée avec moi-même, Mmh. avec ma condition, avec ma foi, avec ce que j'ai envie de nourrir au quotidien, etc. Et puis le lendemain, au réveil, sur Instagram, un compte qui m'ajoute, un compte qui fait de l'immobilier, de la sous-location, qui propose de former à la sous-location. Je me dis, ok. Donc j'ai prié hier très fort et ce matin, je tombe sur ça. Je me dis, ok, à un moment donné, tu as demandé et on t'a peut-être exaucé là. Et aussi faux que ça puisse paraître, tout de suite, je réserve un appel. Je vais sur le calendrier, je réserve un appel. Et le jour même, j'ai l'appel avec cette personne. Et elle m'explique le truc. Je lui dis que je vais réfléchir, mais moi, je sais que ce sera oui. Seulement, j'ai trop peur pour dire oui tout de suite. Mmh. Je sais que ce sera oui, mais je lui dis pas oui. Et puis ça a été le début de ma nouvelle vie. Et waouh. Et là, je me suis dit, ok,
tu as peur, mais tu sais que c'est ça, c'est là qu'il faut aller. Et c'était pas grand-chose en plus, hein, la formation coûtait, aujourd'hui par rapport aux formations que je peux acheter, les accompagnements que je peux acheter, c'était rien du tout, c'était un peu moins de 1 000 €. Mmh. Mais pour moi, c'était quand même un investissement pour la salariée que j'étais, C'est voilà, clair. c'était un investissement. Je me dis: «OK, j'y vais, je fais confiance, tu as demandé à un moment donné, il faut que tu écoutes les signes, quoi». Donc j'accepte et je me dis: «Au pire, elle va peut-être me voler cette personne, elle va peut-être me mentir, se foutre de moi, mais peu importe, je vais quand même y aller» et puis j'y vais et là, waouh, je cartonne dans la sous-location. C'est-à-dire que un vrai succès, voilà, ma force de caractère qui revient, c'est-à-dire que je commence toujours quelque chose pour le réussir et ça peut pas être autrement pour moi. Et je le réussis avec brio. Et là, je deviens la vitrine de cette personne. C'est-à-dire que j'ai été l'une de ses premières clientes et je Mmh. deviens sa vitrine. Et grâce à ça, derrière, une flopée de clients. C'est ça. Et, euh, et puis, je vois qu'elle a beaucoup d'appels. Et moi, je commence à m'ennuyer parce que la sous-location, c'est cool, mais vous êtes rentier, en fait, hein, rentier en immobilier. Et voilà, tu n'as pas grand-chose à faire de tes journées, en fait. Et je me dis, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me remplir mes journées? Parce que moi, rester à rien faire, c'est pas possible. Je commence à m'ennuyer. Et du coup, je lui dis, écoute, tu as beaucoup d'appels, je peux t'aider dans ton closing, dans tes appels de vente. Ouais. Et elle me dit, oui, c'est vrai, mais il faudrait que je te forme. Ouais, forme-moi. Elle me forme. Et puis là, je cartonne. Je Mmh. cartonne, je lui ai conclu je ne sais pas combien de contrats. Et, et là, je fais la rencontre notamment par l'intermédiaire de cette personne, de Julien Musy, puisque Julien Musy va nous prendre en charge pour nous former et nous aider à exceller dans notre domaine. Et là, je rencontre aussi Levi, toujours de manière interposée, parce que c'est cette personne-là qui est en contact direct avec Julien et C'est ça, Levi. Et moi, j'ai plus accès à leurs outils de formation. c'est Et ça. là, je tombe sur le travail de Levi et je me dis, waouh, c'est hyper inspirant ce qu'il fait. Mmh. Et si je vendais comme ça? Et puis là, je me suis mise à faire du Levi dans mes appels de vente et ça transforme encore mieux. Et puis après, j'aspire à autre chose. Le closing, ça me plaît, mais moi, j'ai envie d'agir dans la transformation de ces vies humaines. Mmh. Je deviens coach. Mmh. Et là, je me régale dans le coaching parce que moi, c'est toute ma vie réussir quelque chose. Réussir, pour moi, c'est mon super pouvoir, comme dirait Margot Klein. Ton Mmh. super pouvoir à toi, Ikram, c'est de réussir. Et je me dis, waouh. Et là, je vois qu'effectivement, il y a plein de gens qui achètent des formations. Et à ce moment-là, elle coûtait beaucoup plus cher. Hein, forcément, la formation, elle était à 4 000 €. Et puis les gens, je voyais qu'ils achetaient cette formation, mais qui n'osaient rien. Paralysés par quoi? Moi, je suis trop timide pour prospecter. Et puis moi, ma mère m'a toujours dit que ça, je ne savais pas faire. Et puis, je ne sais pas m'exprimer aussi bien que toi, moi, Ikram. Et à se raconter tout un tas d'histoires. Moi, Mmh. j'ai été là et je me dis, OK, donc tu as payé 4 000 €. Et puis là, tu te poses la question de est-ce que je sais faire? Est-ce que je ne sais pas faire? Est-ce que je suis timide ou pas assez? Enfin, et ça existe, des gens qui font ça, qui achètent quelque chose et qui, puis derrière, se posent des questions. Moi, si j'achète, je réussis tout de suite, en fait. Mmh Et, mh. et du coup, je me suis dit, ah, ok, en fait, ça, c'est ton truc. Ça, c'est Mmh. ton truc. Et donc, je travaille avec ces personnes-là sur leur confiance en elles, sur leurs croyances limitantes à propos de leur timidité, de leur capacité à devenir entrepreneuse, etc., à convaincre des propriétaires de leur donner leur appartement pour en faire de la sous-location, etc. Et Mmh. bizarrement, quand on fait péter tous ces verrous, ces personnes-là, elles deviennent aussi bonnes, voire meilleures que moi. Et là, je me dis, waouh, l'élève a dépassé le maître, j'ai bien fait, j'ai fait du bon boulot. Et je les vois exceller. Et je me dis, waouh, c'est ça qui m'anime en fait. Parce que du coup, en tant que coach, je transmettais beaucoup la stratégie. La Mmh. stratégie pour devenir rentier en immobilier. Et du coup, entrepreneuse aussi. Mais je me dis, moi, là où je m'éclate, en fait, c'est là où je leur transmets cet état d'esprit de la gagnante, quoi, qui ne lâche pas son bout de pain et qui le veut, quoi. Et elle sait que c'est ça qu'elle veut et qu'elle ne lâchera pas. Et je vois que c'est particulièrement vrai pour les femmes. Les Mmh. femmes, voilà, leur mari qui va leur dire, mais t'es sûre, ça te coûte beaucoup d'argent quand même, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Mais comment tu fais si ça marche pas? Et puis de toute façon, je te connais, tu n'oseras jamais appeler. Et puis tu n'es pas sûr de toi. Et puis tout ton langage corporel parle pour toi, tu n'es pas sûr. Et puis tu n'as jamais rien réussi dans ta vie. Voilà, elles étaient très sensibles à ce qu'on pouvait leur dire. Donc je coach des hommes et des femmes de la communauté musulmane et je me rends compte que c'est particulièrement vrai pour les femmes. Ces hésitations, ce mindset un peu terni par des croyances qui remontent à l'enfance ou leur relation de couple, etc. Et puis, je me dis: «Ouais, moi j'ai envie de faire que ça en fait. La stratégie c'est cool, mais me répéter sur de la même stratégie, voilà, ça me nourrit plus au bout d'un moment». C'est ça. Mmh. Et je me dis: «OK, bah, je vais tout plaquer. Je vais tout plaquer et je vais y aller là-dedans». Et je vais parce que moi, c'était sûr que je travaillais pour cette personne-là, mais c'était histoire le temps de rebondir. Je ne savais pas encore si j'allais, lancer une autre entreprise dans le juridique. Mais le juridique, voilà, ça m'animait pas plus que ça. Là, par contre, ça a été la révélation pour moi. Mmh. Ouais. Donc je dis à cette personne avec qui je travaille qu'on va en rester là et que j'ai trouvé ma vocation et qu'il est temps pour moi de prendre mon envol, d'aller faire mon petit Voler de tes papillon. propres ailes. Et donc
Voilà. Et donc, je lui dis stop, on en reste là. Et je suis hyper contente sur le coup. Mais après ça, bam, ça retombe. Pareil, période de vide. Ouais, mais Mmh. attends, Ikram, enfin, tu avais un super salaire. Je gagnais hyper bien ma vie. Vraiment, j'avais jamais aussi bien gagné ma vie autant d'argent de ma vie. Et c'était hyper confortable pour moi. Je pouvais travailler d'où je veux, à l'étranger, en France. Voilà, j'avais quand même beaucoup de choses qui étaient hyper arrangeantes. En plus, j'avais pas besoin d'aller chercher les clients, à me les ramener, voilà, me payer les formateurs. C'était hyper confortable pour moi. Mais moi, il m'en faut plus. Et moi, il m'en faut plus. Et puis surtout, il faut que je fasse selon mes propres conditions, selon comment moi j'ai envie de vivre et selon ce qui m'anime. Et là, je me Mmh. suis dit, non, c'est pas OK. C'est pas OK, en fait, de rester. Et du coup, j'ai claqué la porte au nez sans savoir ce qui allait se passer derrière. Et là, pareil, un petit moment de vide, surtout beaucoup de fatigue qui retombe. Et je me dis, OK, qu'est-ce que tu fais? Et là, je vois passer la super annonce de Margot Klein, un super pouvoir, en plein confinement, premier confinement. Et je me dis, OK, Margot Klein, j'ai toujours rêvé de m'approcher de cette femme parce qu'elle m'inspire. Et elle a une force de caractère, pareil, que je trouve absolument incroyable. Et elle a réalisé de grandes choses quand même. Dans le coaching, c'est quelqu'un. Mmh. Et, euh, et je vois passer une offre et je me dis, OK, je vais faire coacher pareil. Et je prends la session super pouvoir. Et donc, on travaille sur mon enfance. Et là, elle met le doigt sur quelque chose qui va permettre derrière au papillon de voir le jour. Et, euh, et donc, juste après, on travaille sur mon super pouvoir. Effectivement, elle me dit, toi, t'es Madame Réussite. Il n'y a rien qui t'arrête. Je pourrais te balancer comme ça dans la rue avec 1 euro en poche et tu reviendrais la plus riche du quartier. Parce que toi, ton super pouvoir, c'est de faire et de réussir. Et ça, quoi qu'il en coûte, et de toute façon, c'est ton truc, en fait. Et tu sais pas faire autrement que réussir. Je dis, OK, c'est cool. Et maintenant, comment je fais, en fait, avec ça? J'en fais quoi? Qu'est-ce que je peux en faire? Mmh. Elle me dit: «Ce que tu peux en faire, tu te moques de moi?» Ben, tu peux aider absolument qui tu veux. Moi, je lui avais dit que je voulais coacher en business, tu vois? Parce que forcément, je sortais d'un coaching business où je savais que je voulais coacher les femmes puisque c'est elles qui me peinaient le plus de voir, Mmh. aussi limitées par leurs croyances et cetera. Et elle me dit: «Mais tu peux aider absolument qui tu veux, hein, charcutier, boulanger, fermière, tout ce que tu veux parce qu'en fait, tu as le mindset de la réussite et les gens paieraient cher pour avoir ça. Parce que chez toi, c'est inné, en fait et ça fait partie de ce que tu es» et heu et elle me dit: «Par contre, pour ça, Ikram, tu vas avoir besoin de faire un travail sur toi. Tu as besoin de te pardonner des choses. Tu as besoin de développer ta féminité». Parce que Mmh. du coup, en fait, lancer un business, ça me faisait pas peur. Mais par contre, j'étais trop dans la force de caractère et pas assez dans la créativité, l'intuitivité et tout ça, qui sont des énergies plutôt féminines. Et Mmh. du coup, elle me dit, donc tu as besoin de faire la paix avec ta partie féminine. Tu as besoin de faire la paix avec des choses peut-être horribles que tu as pu faire et que tu t'es pas pardonné. Tu as besoin de faire la paix et de renouer avec l'amour. Mmh. L'amour et l'argent, c'est la même énergie. Mmh. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, tu déposes tout, parce qu'on te sent dans la revendication. Qu'est-ce que tu revendiques là? Dépose tout, c'est à toi que tu dois pardonner. Commence par pardonner aux autres, pardonne-toi à toi, pardonne aussi aux femmes femmes de ta famille. Elle me dit parce que pour être aussi énergie aussi masculine, c'est avec les femmes de ta famille le problème. Et là, je me dis, ok, sur le coup, je me dis, waouh, j'en pleure, j'en parle à mes proches, c'est ceux que j'aime le plus. Et puis 2 mois plus tard, j'en parle avec ma mère, hein. C'était avec elle le principal sujet, c'est-à-dire que, une espèce de haine s'était développée contre elle depuis l'âge de 6 ans et effectivement, ma mère et moi, je ne supportais pas sa manière de respirer. Respirer, ça me dérangeait qu'elle respire à côté de moi. Comment te dire que nos échanges et tout, c'était hyper tumultueux et voilà, très fusionnel avec le papounet et puis par contre avec la maman, c'était, frontal à fond, quoi. Hyper frontal. On se prenait beaucoup la tête et j'attendais qu'une chose, c'est que ça s'arrange. Mmh. Et donc, bah, là, je mets le doigt dessus. Ça s'arrange pas tout de suite, mais dans les mois qui ont suivi, ça s'est beaucoup désamorcé. Et Mmh. bizarrement, il crame et le close après ça, ses premières clientes. Première cliente, c'est une cliente business avec qui ça se passe très bien et qui me dit mais Ikram, tu as débloqué tellement de choses en moi que j'ai une amie à moi qui est dépressive et qui cherche à voir un psy, mais qui n'a pas trop confiance. Et clairement, si elle venait avec toi, je sais qu'elle aurait confiance et que tu ferais un super boulot avec elle. Je me dis, Mmh. on a un business, ta copine? Non. Eh ben, moi, je coach que des business women, en fait, donc je comprends pas trop ce que je peux faire pour ta copine. Oui, mais tu travailles sur notre vie perso en tant qu'entrepreneuse, sur la Mmh. confiance qu'on a en nous, etc. C'est ça. Bon, ben écoute, puisque tu me le demandes et que tu es la première cliente, bon, ben allons-y, je vais prendre l'appel, mais voilà. Et donc, je prends l'appel et là, je m'éclate pendant l'appel de closing et ça close, et ça close et ça devient ma cliente. Et ça devient ma cliente, première cliente bien-être. Et finalement, aujourd'hui, ben, je suis avant tout coach en bien-être.
Donc, j'apprends les gens à aller bien. À aller bien, pourquoi? Pour débloquer, pour libérer la petite fille par laquelle elles sont prises en otage dans un corps Mmh. d'adulte et qui l'empêche en fait de s'élever et d'être la meilleure version d'elle-même. Donc Mmh. aujourd'hui, je coach des femmes musulmanes qui ont énormément de blocages parce qu'on a beaucoup, beaucoup de croyances. On a une mauvaise compréhension de la religion en pensant que la religion, c'est être une mère, une femme au foyer, une épouse et rien de plus. En soi, c'est pas mauvais, hein. On a le droit d'être juste une mère, une femme au foyer, pour autant que ça nous nourrisse et que ça nous permette de nous élever au quotidien. C'est ça, que ce soit vraiment dans Euh, nos valeurs hautes, ouais. Mmh. voilà, voilà. Et du coup, tant que ça te nourrit, moi, c'est OK. Mais par contre, si tu te maintiens à ce niveau-là parce que tu es persuadé que Dieu sera satisfait de toi que si tu vis comme ça, c'est pas OK. Parce qu'on a plein d'exemples Mmh. dans l'islam, les femmes du prophète, Khadija notamment, qui était sa première épouse, qui est une femme, mais qui avait un commerce, mais comme nul autre, je pense, a su faire du commerce. Elle était très masculine d'ailleurs dans sa manière de commercer. Elle négociait avec les hommes, et puis le prophète, qui a été son époux, a été a été une personne pour qui il a travaillé pour elle. Elle est tombée sous son charme dans le cadre du travail. Et c'est elle qui a eu l'audace de demander s'il était célibataire et si elle pouvait l'épouser. Tu vois. Donc c'est très D'accord. masculin tout ça. Ouais, ouais. Et tu vois, nous, on a plein de faux complexes aujourd'hui dans la communauté musulmane. Et je me suis dit, il y en a marre en fait. Il y en a marre de ces complexes qui nous maintiennent au plus bas niveau et qui font pas honneur à ces premiers musulmans qui ont été le prophète, son épouse. Et je me dis, mais waouh, ça a été des personnes absolument extraordinaires qui n'ont pas eu peur, qui y sont allées. Et pourquoi nous, on reste comme ça maintenus au plus bas niveau du potentiel que Dieu nous a Ouais. donné. Mmh. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'essaye d'élever la communauté en élevant la femme, en éduquant la femme musulmane, afin qu'elle s'élève sur le plan mental, intellectuel et aussi spirituel, et qu'elle s'aligne avec ce qu'elle est profondément, dans ses tripes, au niveau de ses envies, au niveau de ses besoins, au niveau de ses valeurs, et qu'elle s'autorise à être vraiment qui elle est. Là, aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'ai envie d'incarner. Je crois que c'est Henri Laborie qui disait que la finalité de l'être, c'est d'être en fait. Et, et moi, justement, ça a été un petit peu le combat de ma vie. Le combat de ma vie, il a commencé par je veux juste être, je veux Mmh. juste exister. Avoir ta Et en fait, dès place. lors qu'on m'a enlevé ça, en tout cas, j'ai senti ça, que j'ai senti qu'on m'avait enlevé ça, Mmh. et du coup, je me suis dit, ok, ben en fait, je suis plus personne, j'existe plus. Donc, j'ai eu une quête identitaire tout au long de mon parcours très, 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 très intense et beaucoup menée dans la révolte, dans la revendication et dans la lutte. Mmh. J'ai toujours demandé à ce qu'on me reconnaisse, à ce qu'on me donne l'amour, à ce qu'on me dise que je suis assez bien. Et en fait, c'est finalement de là qu'elle vient cette force de caractère. C'est vouloir imposer que j'existe. Alors que tu Mmh. existes juste parce que tu respires. Et, C'est ça. et du coup, ces femmes-là, une fois qu'elles font ce fabuleux parcours sur elles-mêmes, elles s'autorisent les plus grands rêves, notamment l'entrepreneuriat, qui est une des portes en France, notamment je parle pour la France, qui permet notamment de vivre pleinement sa spiritualité, comme porter le voile, qui est autorisé dans le Mmh. monde de l'entreprise, même s'il n'y a pas de texte pour ça, hein, mais c'est très compliqué d'être salarié et de porter le voile. Et du coup, voilà, souvent, elles prennent un coaching en dev perso avec moi. Et puis ensuite, elles évoluent vers un coaching business, parce que du coup, c'est ma casquette initiale au départ, hein, mais maintenant, c'est devenu une Ah, casquette secondaire. ouais, c'est Et, ça. euh, et donc, voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie d'apprendre aux gens à être, à juste être, Mmh. à être et à aimer profondément qui ils sont et à révéler leur potentiel et à en faire profiter elles-mêmes d'abord et puis le monde. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Ton parcours, en fait, il m'évoque un peu voilà, j'entends de ce qui t'anime quelque part. C'était au départ ce fameux shift que tu nous décris à 6 ans Ouais. où tu perçois, Mm, comme tu mm. dis, à hauteur d'enfant de 6 ans, qu'on t'a volé ta place, on va C'est dire ça ça. comme ça, et que du coup, tu vas Ouais. en prendre une autre. Et c'est celle de la Ouais. Ikram battante qui va Ouais. chercher les victoires, qui va chercher les réussites, etc. Ouais. Et je trouve ça Ouais. hyper intéressant. Du coup, tu vois, tu nous parlais du côté lion, donc là, je le retrouve assez très dans l'action, très dans le, Mm, ouais, mm. dans le fort, le masculin. Et puis petit à petit, cette transformation vers, Mm, mm. voilà, tu me disais, de la spiritualité, qui est beaucoup plus une énergie féminine, on va dire, et qui va rééquilibrer tout Féminine. ça, adoucir tout ça. Et ouais, je trouve Mm, ça mm. et que tu le fasses pour, les personnes de ta communauté aussi, bah, tu vois, je trouve que c'est aussi très, Ouais. ouais, très très logique quelque part. On sent que c'est vraiment un truc qui Mm, t'anime pour l'avoir. Enfin, quelque part, ouais, tu parlais mm. de quête identitaire, donc c'est vraiment, Ouais. tu vois, il y a aussi cette notion, ça m'interpelle aussi, tu parlais d'être.
Donc, tu apprends aux gens à être, Mm. aux femmes à être, À juste être. à Mm, juste mm, être, venant du faire. mm, mm. Ce qui est assez intéressant parce que, pour peu que voilà, il y a souvent cette confusion entre, ce que je fais ce que je suis non, je suis ce que je fais, pardon. Ça Mm, il y a mm, plein mm, de personnes qui ont cette, confusion, enfin, moi la première re mm, pendant mm, des années, c'est voilà, c'est mes victoires, mes diplômes, mes machins qui définissaient la valeur que mm. j'avais. Ouais. Donc à partir du moment Mm, mm. où je ramène plus, X, Y, Z, trophées, bah, alors C'est qui ça. suis-je, hein? C'est quand tu parlais de ces périodes de vie, donc ça me Qui parle suis-je? complètement. C'est ça, qui suis-je Ouais. au final alors Mm, quand je ne mm. fais rien? Et Ouais. Quand je ne fais rien, bah, j'avais l'impression d'être plus personne véritablement. voilà, Ouais, c'est c'est ça. ça. Et donc Ouais. ça m'a pas mal interpellée et je pense que ça va Mm, sûrement mm. résonner avec plein de nos auditeurs et auditrices. Et du coup, je voulais savoir, donc je sens que ce qui t'anime, c'est cette notion d'élévation, de permettre qu'est-ce qui, tu vois, tu parlais de vraiment prendre aux tripes. Qu'est-ce qui te prend vraiment aux tripes là-dedans, là, dans cette, tu sais, de cet accompagnement que tu fais d'abord plutôt orienté, mindset, on va dire ça comme ça, état d'esprit, et Mhm. puis qu'après ça évolue vers business. Hem, c'est quoi vraiment qui t'anime là-dedans? Pourquoi Ben, ça te mmh. moi, ce qui me peine beaucoup, c'est de savoir qu'il y a énormément de personnes qui vont passer à côté de leur vie. Alors, tu vas me Mmh. dire comment c'est possible de passer à côté de sa vie? Ben, en menant des faux combats. En menant des faux combats comme moi j'avais, hein, le combat de me dire bah, j'existe que si je fais quelque chose de ma vie. Et, euh, et moi, il faut savoir que ma cliente idéale, elle a environ 36 ans. Elle est mère, elle est épouse. Et souvent, elle s'est perdue dans toutes ses casquettes. Elle est passée de fille 2 à épouse 2 à mère 2. Et puis arrive cette crise avant la quarantaine de oups. Et en fait, et moi dans tout ça, Mmh mh. je suis là que pour satisfaire les besoins d'un tel, un tel, donner à un tel. Et puis moi, c'est qui me donne? Et en fait, c'est juste elle qui s'est jamais donnée et qui n'a Mmh. pas pris la peine de se connecter à elle-même, de savoir qui elle est. Et moi, Mmh. je me dis, ça, c'est un drame humain parce que cette personne, ben, elle a vécu dans le sacrifice d'elle-même et on lui fait croire que c'est ce qu'il y a de plus beau, Mmh. que c'est normal qu'une mère elle se sacrifie pour son enfant et que c'est ce que Dieu veut d'elle. Mais à quel moment, en fait? À quel Mmh. moment tu es née toute seule et tu vas mourir toute seule, en fait? Mmh. C'est c'est pas logique, ça n'a pas de sens ce qu'on fait là. Et pourtant, on a tous tendance à le faire. Et c'est pour ça que Mmh. dans les avions, on est obligé de nous répéter attention, s'il arrive quoi que ce soit, vous mettez Ouais, d'abord le masque à oxygène sur vous et ensuite vos enfants. On est obligé de nous le dire, tu te rends compte? ouais. Normalement, ça devrait être du bon sens. Tu ne peux pas donner aux autres si tu ne t'es pas donné à toi. Et donc, toutes ces personnes-là, je me dis que il va se passer ce qui s'est passé certainement pour ma maman, qui aujourd'hui, par exemple, nous fait beaucoup de crises et nous dit, ben, aujourd'hui, voilà, vous êtes assez grand et puis je laisse le foyer en vrac et puis je vais voyager, je vais voir ma mère et puis machin. Parce qu'en fait, elle estime qu'elle s'est beaucoup trop sacrifiée pour nous et qu'aujourd'hui, ben, il est temps pour elle de prendre soin d'elle. En fait, tu pouvais faire les deux. Tu pouvais tout à fait Mmh. faire ce qui te faisait vraiment envie à toi et, aujourd'hui, ne pas nous en faire payer les pots cassés de ça, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, il y a une note à payer, il y a un prix à payer et le prix, souvent, c'est ceux à qui tu as donné, à qui tu vas le faire payer. Et, en fait, moi, il s'agit juste de trouver ben, le juste équilibre dans tout ça et Mmh. surtout de ne pas t'oublier. Pour faire honneur ben, à la personne que Dieu a créée en toi. Tu es un être humain à part entière. Tu Mmh. n'es pas juste la fille de quelqu'un, juste l'épouse de quelqu'un, juste l'élève de quelqu'un. Tu es quelqu'un en fait, juste parce que tu respires. C'est Et cette honoré, quoi. personne-là, ben, voilà, voilà, il faut venir l'honorer en fait. Pour moi, c'est un ordre divin de venir l'honorer. Mmh. Sinon, tu ne fais pas honneur effectivement à cette personne-là. Et donc moi, ce qui m'anime profondément, c'est de me dire, ben, je veux que chaque être humain puisse exister juste en étant lui. Euh, Pas en étant, ben, voilà, je suis femme d'un tel, mère d'un tel. Non, mais toi, tu es qui? Toi, toute seule. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est vraiment ça mon combat, c'est que chacune puisse exister sans avoir besoin d'un époux pour exister, sans avoir besoin d'enfants pour exister, ou d'une entreprise ou d'un diplôme. Tu peux exister juste parce que tu es toi et que tu respires et, que tu aimes ça, que tu aimes qui tu es, que tu aimes ce que tu renvoies, que tu aimes ce que tu fais aussi. Tu vois, c'est important pour moi tout ça. Et je me dis, si chacun prenait la responsabilité de ça, Mmh. d'honorer sa personne, mais le monde, il s'en porterait tellement mieux parce qu'il y aurait beaucoup moins de frustration autour de nous, beaucoup moins de gens malheureux, beaucoup moins de gens aigris
Et on ne vivrait pas dans des bisounours, mais en clair, oui, on aurait des gens accomplis, qui ont donné du sens à leur vie. Et Ah, pour moi, c'est ce dont on manque cruellement. C'est ce dont on manque cruellement aujourd'hui, c'est que, voilà, on cherche, surtout avec cette génération très superficielle, portée sur les réseaux sociaux, sur le matus, sur la validation par les uns et les autres, la certification pour les coachs, par exemple. Il faut que je me Mmh. fasse valider en tant que coach, il faut que j'ai cette certification, sinon je ne suis pas coach. Combien de fois on m'a approché en me disant, mais oh, toi, tu viens d'où et c'est quoi tes diplômes de coach? Euh, Écoute, hein, il y a des très bons coachs qui n'ont effectivement aucune certification. Et, et en fait, un coach, c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'emmène d'un point A vers un point B. Et moi, je considère effectivement que j'ai fait ce point A et point B. Ce point de, ben, effectivement, j'ai eu longtemps besoin d'exister à travers mes diplômes et mes réussites. Et aujourd'hui, je sais exister que par moi. Mmh. Et en fait, c'est de ça dont tu souffres. Le mal de notre époque, c'est vraiment ça. C'est de vivre juste euh, ben, dans le regard, les yeux des autres. S'ils valident mon existence, alors que tu existes juste parce que tu respires et il n'y aurait aucun être humain sur cette planète, tu existerais juste parce que tu respires. Mmh Tu vois. mh. Mmh. Donc voilà, moi c'est ça qui me peine beaucoup de me dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont mourir sans avoir conscience d'eux-mêmes, C'est la ça. conscience de soi. Et c'est vraiment, oui, cette notion aussi, comme tu dis, tu parlais de finalement de pouvoir, tu parlais de s'honorer, mais j'entends aussi qu'il y a se respecter, se reconnaître en fait, se reconnaître de soi à Ouais, soi. Tu parlais de la valorisation c'est extérieure, ça. et il y a beaucoup ce oui, comme tu dis, ce besoin quelque part de reconnaissance, mais extérieure, alors que Ouais, souvent, en fait, ce qu'on recherche à l'extérieur, c'est quelque chose que soi-même, on ne se donne s'autorise pas à se donner. Donc, c'est je ça. trouve ça hyper intéressant, effectivement que, bah, que du coup tu Ouais, permettes justement à des femmes de pouvoir, ouais, bah, ouais. se reconnecter à elles comme tu disais et donc de pouvoir se donner ce Avoir conscience d'elle-même. et Voilà, avoir juste avoir, ayez juste conscience de vous, et là vous arrêterez de rendre responsables les gens de votre malheur, de vos souffrances, de vos tracas, de vos angoisses. mmh, Quand on est dans ce registre-là, c'est qu'on n'a pas encore conscience de soi et de ce qui vit à l'intérieur de soi. Et mmh, souvent, moi, elles arrivent, elles sont en victimisation plus, hein. Je suis à la limite du divorce, mon mari, ça va plus, mes enfants, je peux plus me les voir, ma belle-mère, c'est une catastrophe. Elles accusent tout le monde d'être toxique autour d'elles. Alors, tout le monde est toxique autour d'elles, mais elles, tout va bien. Euh, voilà. Et du coup, elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes, en fait. Elles n'ont pas conscience que mmh, leurs pensées, c'est elles qui les créent, leurs émotions, c'est elles qui les créent. Et, et si tu prends conscience de toi, on est dans un monde beaucoup plus responsable, où chacun travaille sur lui. Et là, on a effectivement de l'élévation, c'est-à-dire que chacun est là à grandir tous les jours, à grandir, à s'élever et à tendre vers la vraie version du même, c'est-à-dire ce qu'il est profondément dans ses tripes, et à l'honorer, à honorer ce qu'il a, ce super pouvoir qu'il a en lui. Moi, je crois profondément aussi que chaque être humain a un super pouvoir en lui, sauf qu'il va le nier tant qu'il ne sera pas dans la conscience de lui-même. Tant que tu n'as pas conscience de ce que tu déshonoreras ce que tu as au fond de toi et dans tes tripes, mmh. qui en fait est la clé de ton accomplissement et de ton rayonnement dans le monde, et puis surtout pour autoriser les autres à être aussi, à être, à exister et à honorer ça. Mm, mm. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Donc tu as une activité, je comprends de coach donc d'une part, mais qu'est-ce que tu fais concrètement avec tes clientes pour les amener à s'élever justement? Est-ce qu'il y a des choses, sur Alors lesquelles le tu vas quand premier travail qu'on fait, mmh, ouais, alors le premier travail qu'on va faire avec elles, c'est au niveau identité. mmh. C'est justement déjà qu'elles prennent conscience de leur identité. Et souvent, leur identité, c'est quoi? Mes blessures, mes traumas, mes croyances limitantes, les valeurs que je me suis appropriées chez ma mère ou chez je ne sais qui autour de moi et que je fais mienne. Tu vois. Donc, la première chose sur laquelle on travaille, c'est ça, sur l'identité. Qu'est-ce que tu te racontes à propos de toi? Qu'est-ce que Mmh. tu crois que tu es? Quelle étiquette tu t'es toi-même collée, ou bien qu'on t'a collée, que du coup tu t'es Tu as approprié, que tu as validé, laissé ça. coller Mmh. toutes ces années. Donc nous, on va s'amuser à aller décoller tout ça. Comment? Ben, en rentrant dans le dur, hein. Là, on est obligé, hein. Là, on tape sur les petits bobos, sur les blessures, les traumas, les pensées, les schémas répétitifs, etc., pour venir ben, désidentifier l'élève de tout ça. Tu Mmh. n'es pas tout ce que tu as vécu. Tu es beaucoup plus que ce que tu as vécu, en fait. Tout ça, c'était juste des expériences pour te faire cheminer, pour te faire emprunter ton chemin de vie vers la meilleure version de toi, vers la vraie version de toi. J'aime pas beaucoup dire la meilleure version de toi, mais la vraie version de toi. Parce qu'effectivement, tu es dans le faux, tu es dans le fake pendant tout ce temps. Et donc, ça, c'est la première partie qui les remue beaucoup, qui les secoue pas mal et qui permet d'éveiller chez elles quoi? La conscience d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles se rendent Mmh. compte que jusque-là, elles croyaient se connaître. Si elles arrivent et elles me disent mais moi, j'aime profondément mes enfants, mon mari, etc., mais ça va pas. Et là, tu crois les aimer, tu verras à la fin du coaching à quel point tu seras capable d'amour.
Et ça n'aura rien à voir avec ce que tu es capable de leur donner aujourd'hui. Et effectivement, quand elles partent, elles me le disent ça. Elles me Mmh. disent, mais je me rappelle très bien de cette première phrase que tu m'as dite, que je pensais aimer, mais je n'aimais pas en fait. Mais tu ne pouvais pas aimer. Pourquoi? Parce que tu t'aimais pas toi-même en fait. C'est ça, c'est à la Ouais, tu avais hauteur, plein de quoi. choses réglées. Voilà, Mmh. tu avais plein de choses à régler de toi à toi. Tu peux pas donner plus que ce que tu possèdes. Et ce que je sais me donner est assez limité parce que je suis limitée par l'image que j'ai de moi. Je m'enferme dans cette image de je suis introvertie, je suis timide, je suis pas belle, et puis je suis pas assez bien, et puis voilà, bref, tout un tas de pensées qui sont liées du coup à ce qu'on a pu vivre. Et Mmh. donc il y a tout ça à les dégommer. Donc on travaille beaucoup sur l'identité au départ. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il y a assez d'espace, il y a assez de place pour venir aider l'élève à se raccrocher à plus grand qu'elle. Donc là, on va travailler beaucoup sur le volet spirituel. Mmh. Donc là, du coup, ça s'adresse à des femmes musulmanes, donc on va travailler beaucoup sur l'aspect spiritualité musulmane. Et du coup, là, effectivement, moi, je dis souvent, quand elles arrivent, elles ont les pieds ancrés dans des sables mouvants qui, chaque jour, les absorbent un petit peu plus et les font disparaître. Et là, du coup, la première phase permet effectivement de sortir de ces sables mouvants. Et hop, on a les pieds sur le sol et puis ancrés dans le sol. Donc déjà, on est beaucoup plus légère. Une fois qu'on a fait ça, le cœur peut aller se connecter plus haut. Et donc là, Mmh. le cœur peut aller se connecter au divin. Et là, Mmh. bizarrement, elle découvre quoi? L'amour inconditionnel. Mmh. Cet amour inconditionnel, c'est un amour sans condition que tu ne peux avoir pour moi que dans la spiritualité. C'est très très dur à avoir en tout cas avec les êtres humains parce que l'être humain il est ultra complexe. Il est ultra complexe et avoir de l'amour inconditionnel avec un autre être humain, c'est très très difficile. Tandis qu'avec le divin, je trouve ça quand même beaucoup plus à la portée des uns et des autres. Donc déjà, si on arrive à cultiver cet amour inconditionnel avec Dieu, Mmh. ce sera beaucoup plus facile de s'aimer soi. Et ça, ce sera justement le pilier juste après qu'on va venir travailler. On va poser le pilier de l'amour de soi. On va venir ancrer de l'amour propre déjà pour commencer, puisque beaucoup, quand elles intègrent mon coaching, euh, il n'y a pas d'amour propre. On parle Mmh. de dignité humaine, et là, clairement, il n'y en avait plus beaucoup, voire pas du tout. Tu vois. Elles ne se sentent même pas dignes d'être aimées, d'être acceptées, d'être reconnues, etc. Donc, on travaille beaucoup sur la foi pour nourrir cet amour inconditionnel Mmh. du divin. Et une fois que j'ai nourri cet amour-là, que j'aime suffisamment mon créateur, mon Seigneur, eh bien, je suis en capacité d'aimer sa créature, la personne qui l'a créée en moi. Et Mmh. là, tu peux venir poser des bases solides à l'amour de soi. Et moi, je leur dis, là, du coup, tu vas installer ce que j'appelle une espèce de bulle d'intouchabilité. C'est-à-dire que, OK, maintenant je sais qui je suis. Je me suis désidentifiée de ce qui n'était pas moi pour me identifier à ce qui est vraiment moi. Mmh. Ensuite, je vais raccrocher plus haut que moi, quelque chose qui me dépasse. Mmh. Dieu. Et puis ensuite, je suis en capacité de m'aimer. Parce qu'avec tout cet amour divin, il y en a assez pour moi, en fait. Je me rends compte Mmh. que C'est ça. assez pour moi. Donc, d'abord, c'est la relation verticale, et puis ensuite, la relation horizontale de moi à moi. Hop, j'en prends un peu là-haut, je m'en donne à moi. Et puis, une fois que je m'en donne, je me mets dans une espèce de bulle. Dans une espèce de bulle euh, où ce que tu as à me donner, toi, de l'extérieur, c'est de l'amour, et ça rentre. Soit c'est autre que de l'amour, et je te le laisse, j'en veux pas. Tu vois. Tu peux garder le cadeau. Voilà, tu le gardes, j'en veux pas de ton cadeau. Et donc clairement, c'est ça que je leur apprends à faire à cette étape-là. Et c'est celle qui pour moi est la plus cruciale. C'est celle où elles vont développer la confiance en soi, l'estime de soi, Mmh. au-delà d'avoir conscience de soi. Parce que c'est bien d'avoir conscience de soi, mais encore faut-il aimer ça. Mmh. Donc là, elles apprennent à s'aimer, et s'aimer de manière inconditionnelle. Peu importe que les autres les valident ou pas, valident leur choix ou pas. C'est ça. Et je suis juste moi et j'aime qui je suis. Et en fait, t'aimes ou t'aimes pas ça, et moi, ça me va. Tu vois. Et puis, si c'est de l'amour que tu as à m'envoyer, je prends. Et puis, si c'est pas de l'amour, bien, je te le laisse, en fait, parce que ça veut tout dire de toi, rien de moi. Et je te laisse faire avec, quoi, composer avec, parce que moi, ça me concerne pas, finalement. Mmh. Et puis après, là, elle s'ouvre le champ des possibles. Là, elle Mmh. s'ouvre le champ des possibles. J'appelle ça l'aspiration et l'orientation. OK, maintenant que que tout est bien recalibré en moi, que je me suis désidentifiée de ce qui m'appartenait pas, que je me suis reconnectée au divin et que j'ai un amour absolu, inconditionnel pour moi, Mmh. qui j'ai envie d'être. Qui j'ai envie d'être. Et donc là, on va utiliser des outils notamment d'intelligence émotionnelle, d'intelligence financière. Donc, on va parler d'amour, on va parler d'argent, on va parler de tout ce qui nous raccroche finalement, pareil, à cette vie. Hein. C'est tout ce qui est matériel, mais aussi tout ce qui est un petit peu spirituel comme l'amour. Et une fois qu'on a fait ça, euh, là, on peut se dire, OK, en fait, moi, quel Mmh. type de mère j'ai envie d'être? Quel type d'épouse j'ai envie d'être? Quel type d'entrepreneuse, de salarié j'ai envie d'être? Comment j'ai envie de vivre et de m'honorer à travers toutes ces casquettes? Mmh. Mmh. Et là, en fait, j'ai juste le choix.
C'est Le ça, choix est choix. infini. Ouais. Voilà. Et là, tu choisis qui tu veux être. Et après, tu te mets en route pour le devenir. Mm. Voilà. Et c'est là qu'effectivement, pour celles qui ont envie de s'accomplir en tant qu'entrepreneuse, elles vont venir avec moi. Et là, du coup, c'est cool parce qu'on aura fait tout le travail au niveau du mindset et derrière, il y aura juste à se pencher et à ramasser ce qu'il y a à ramasser et qui s'offre à elle. Ouais. Soit effectivement, elle va avoir envie d'autre chose et là, c'est à elle après d'aller le chercher et elle est armée pour. Elle est équipée et armée. C'est hyper intéressant ce cheminement, ce parcours finalement que tu permets du coup de femmes de faire au départ ouais, je vois vraiment ça comme un coaching sur l'identité finalement. Elle rentre avec Ouais. une identité, elle croit être une personne, Mm. avec plein, comme tu dis, d'étiquettes, de rôles, etc., qui n'est pas forcément en accord avec leur être véritable. Je parle de vrai, vraiment elle. C'est ça. Et qu'à la fin, justement, elles sont beaucoup plus, grâce à cette connexion finalement à plus grand que soi, ça permet de les réaligner quelque part avec leur être profond. Et donc, du coup, je trouve C'est ça ça. assez intéressant de pouvoir, et qu'elles puissent après, enfin, dans ta démarche en plus, on voit aussi qu'il y a cette évolution de, bah, après, une fois que tu t'honores et que tu es en lien vertical, horizontal, comme tu dis, bah, du coup, à leur tour, elles contribuent en fait en étant qui elles C'est sont. ça. C'est Donc, c'est ça. comme un cercle vertueux finalement qui est Exactement. enclenché, quoi. Donc, ça me fait penser à Exactement. l'effet papillon, pour reprendre l'image du Il n'y a papillon. pas de hasard. Dans mon Voilà, logo, vous c'est ça. trouverez un papillon. Dans mes publications, vous trouverez souvent des papillons. Effectivement, je suis très amoureuse de cet effet papillon. Et du coup, c'est pour ça que je travaille avec les femmes, parce que les Ouais. femmes, c'est elles qui éduquent, c'est elles qui donnent la vie. Mm. Si vous saviez les dégâts qui se passent déjà dans le ventre d'une Mm. mère. Mm. Dans le ventre d'une mère, je ne sais pas si vous travaillez avec les blessures, si vous connaissez les blessures. Moi, je travaille énormément avec les blessures de l'âme. La blessure d'abandon, par exemple, elle naît dans le ventre déjà. Un enfant qui n'est pas désiré ou dont le sexe n'était pas celui attendu, vous faites naître chez cet enfant une blessure d'abandon. Donc il n'est même pas là qu'il est déjà blessé, il est déjà fêlé Mm. et, euh, et c'est quelque chose qui devra réparer. Donc si vous élevez la femme, celle qui porte la vie, celle qui donne la vie, vous élevez le monde entier finalement. Voilà. Mm. Et moi j'ai remarqué qu'effectivement, dans ma communauté, ce qui me peine, c'est de voir qu'on n'est pas à la hauteur de tous ces hommes qui se sont battus pour qu'on soit musulmans et pour faire naître cette vérité divine. Et je me dis, mais comment en fait, comment on peut avoir une histoire aussi belle, un récit aussi beau derrière nous et ne pas y faire honneur. Et Mm. j'ai envie de revenir à ça par l'éducation de la femme et l'élévation de la femme, puisque Mm. c'est elle qui porte l'humanité dans Mm. ses tripes. Et dans ses tripes, elle peut transmettre à son enfant de l'angoisse, de l'anxiété, des C'est ça. blessures, des traumas et des répétitions, etc. etc. Donc si tu travailles sur la femme, tu travailles sur l'humanité en fait. C'est C'est toute ça. l'humanité qui s'élève. Mm. Mm. Mm, Et du coup, je trouve ça intéressant parce que tu parlais de fêlure et ça me fait penser à cet art japonais, là, le kintsugi, quand il casse des vases, enfin, ou mm. des trucs en porcelaine, et puis après, en fait, il le répare avec des feuilles d'or. Et donc, du coup, en fait, le vase cassé avec les lignes ou les fêlures, si tu veux, qui ont été réparées, bah, rend l'objet encore plus beau et unique et singulier, et forcément, parce qu'il n'y a pas deux vases cassés de la même manière. Mm, mm, Et mm. ça me fait penser vraiment à. Enfin, j'ai cette image-là qui m'est venue quand tu parlais vraiment de cette notion de fêlure et d'aller réparer ces fêlures. Donc, j'ai l'impression, en fait, que ce que tu fais, c'est ça, dans ton coaching, c'est que tu as des pots cassés qui arrivent, C'est ça, et toi, des tu pots vas aller cassés. mettre voilà, tu vas les réparer enfin, en co-création avec elle, on est d'accord, hein, le En coach, co-création il avec a elle, et j'ai rien. une équipe surtout. Je travaille avec Donc, une équipe. voilà, Donc aujourd'hui, j'ai toute une équipe qui fait ce travail avec moi. Il y a 5 femmes, 5 fabuleuses femmes qui travaillent avec moi. Des coachs notamment en parentalité positive, en spiritualité. Voilà, j'ai des coachs qui bossent avec moi. Donc je ne fais pas ce travail-là toute seule. Et effectivement, il faut qu'elles y prennent part. J'ai souvent eu le cas de coaching, enfin souvent, non pas si souvent que ça, mais j'ai eu le cas de personnes qui partaient, la plupart du temps, quand elles partent, elles me parlent de renaissance. Elles me disent, waouh, je prends un nouveau départ dans la vie, là, c'est incroyable, je suis en train de renaître, je renais de mes cendres, hein. Littéralement, c'était ça, elles arrivent, elles sont en cendres. Mhm. Et puis, j'en ai d'autres qui me disent, Ikram, j'ai l'impression que je t'ai pas tout dit, qu'on n'a pas tout réglé, qu'on n'a pas tout travaillé. Mhm. Et ouais, mais nous, on vient te chercher, en fait. Et c'est soit tu toc toc, tu nous ouvres la porte, soit tu nous laisses sur le palier et on va pas pouvoir tout faire. C'est Mais ça. c'est pas grave, tu as les outils. Donc nous, on s'assure qu'elles repartent avec les outils
qui va leur permettre, même toute seule, après, de continuer et de faire de ce travail-là pouvoir et faire ça. d'aller encore dans leur profondeur. Mais, c'est que oui, Mhm, c'est une collaboration avec elles. mhm, Certaines vont acheter le coaching, mais elles vont nous laisser sur le palier. c'est ça. Et nous, c'est OK, en fait. On ne peut pas forcer la porte. Soit Non. tu nous ouvres la porte et on rentre, soit tu ne l'ouvres pas, mais nous, on va te donner les outils et puis après, on te laissera faire le taf parce que tu n'as pas voulu qu'on le fasse et c'est OK. Mhm, mhm, mhm. Et ça me fait vraiment penser, tu vois, que ton travail me fait penser, enfin, comme je pense que tu sais, mon sujet de prédilection, c'est la résilience. Donc, du coup, j'ai vraiment cette. Et tu parlais Mmh. de cendre et de, tu vois, ça me fait penser au phénix, qui est quand même aussi un animal C'est ça, le phénix. qui Ouais. illustre fort la résilience. Et du coup, j'aimerais bien savoir, toi, tu vois, comme pour moi, divergence et résilience sont étroitement liées et que la divergence, c'est la capacité Mmh. d'avoir des solutions quand tu as un problème donné. Mmh. Et toi, j'ai un peu cette impression que dans ton parcours, dans ton histoire que tu nous as raconté, ton Mmh. expérience, tu as eu des moments de vide. Ouais. Comme tu disais, bah, justement, dans ces moments de vide, c'est quoi, du coup, la stratégie d'Ikram pour aller de l'avant, pour rebondir finalement et grandir? Alors, Est-ce que... autant moi, je peux avoir des hauts très, très hauts, mais des bas très, très bas. Donc, quand je suis dans le down, 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 ça a été très, très compliqué. Et justement, la seule issue que j'ai trouvée, c'est ma spiritualité, c'est ma foi. Donc, vraiment, ça a été tout au long de ma vie ce qui m'a permis de tenir dans des Mmh, périodes où je me sentais disparaître. Parce que clairement, c'est ça, tu as l'impression de plus mmh, exister, tu as l'impression que tu disparais jour après jour et que tu n'es plus personne, en fait. Et j'ai beaucoup trouvé mes ressources dans la foi mmh, et en m'accrochant au divin. Et en fait, vraiment, c'est ça pour moi l'importance d'avoir une spiritualité, peu importe ce en quoi vous croyez, mais tu as besoin de croire en un message d'espoir, mmh, en, en une vie après tout ça, en, en quelque chose qui est plus grand que toi et qui est capable de te surpasser, de te dépasser, de dépasser tout ce que tu perçois aujourd'hui comme limite, tu vois. mmh, ouais. Mmh, Et moi, clairement, notamment quand je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, ben, je ne voyais pas de porte en fait de sortie. C'est pour ça que j'ai demandé à Dieu d'ouvrir cette porte que je vois peut-être pas ou que je suis peut-être pas capable de pousser. Et je lui ai dit, je te ferai confiance et puis j'irai. Ouvre-moi là et puis j'irai. Et c'est ce que j'ai fait. Donc moi, c'est vrai que ce qui m'aide beaucoup, c'est mmh, énormément la foi. Donc mmh, j'essaie de la nourrir quand ça va pas. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus terre à terre quand même, bizarrement. Aujourd'hui, j'ai conscience que dans ces moments de vide, je vais avoir beaucoup de tiraillements à l'intérieur de moi, beaucoup de tensions à l'intérieur de moi, beaucoup mmh, d'agressivité, comme de la colère en fait ben, d'en être là alors que c'est pas ma place, tu vois. Et donc aujourd'hui, j'accueille. Parce que la première chose que je fais, c'est accueillir ça. Ok, ben là, tu as le droit, Ikram, d'être en colère, de te sentir impuissante, de te sentir dans l'injustice la plus totale. C'est ok. J'aime pas ça, hein. Et je sais que j'ai c'est encore un pas travail à agréable, faire, tu c'est vois, sûr. pour apprendre à aimer ça. Ouais. Et ouais, mais ce qui s'est passé, c'est qu'après les périodes de vide, il y a toujours eu des périodes extraordinaires. Parce que Ah, c'est ah. toujours comme ça, hein, c'est C'est sinusoïdal, un c'est cycle, ouais, down, et c'est un puis up, cycle. down. Voilà, c'est un cycle. Et je dois apprendre à aimer ces périodes-là où c'est du down et c'est pas cool. Mais je sais que voilà, j'ai encore de la résistance à ça et j'aime pas cet Ikram qui de l'intérieur s'agace de la situation et il veut vite que ça passe. J'aimerais m'éclater dans ces périodes-là. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et Ouais, donc, j'accueille ça. ouais. J'accueille ça, je me laisse un peu dans mon bad mood. Moi, ce qui me fait du bien, tu vois, c'est de prendre ma voiture, de rouler et de mettre un podcast ou un Podcast livre divergent. audio, d'écouter des contenus inspirants. Voilà, d'écouter du contenu hyper inspirant qui me donne de l'espoir, justement. Tu vois, Mmh, qui va me ouais. transmettre ce message d'espoir. Me dire que voilà, il y aura un meilleur lendemain. La nature aussi m'inspire beaucoup, l'horizon. La nature, l'horizon. Respirer aussi. J'ai appris à respirer. Alors, je ne sais pas si vous Mmh, connaissez la cohérence cardiaque. Moi, ça a révolutionné ma vie. ouais. Les périodes de tension, vous l'avez compris, hein, je suis un profil très dans la lutte et la tension. Et ce qui m'aide à désamorcer tout ça, c'est beaucoup la respiration. Donc, j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de prendre l'air, d'évacuer, euh, de m'écouter un bon podcast qui va me donner un bon podcast ou un bon livre qui va me donner de l'espoir. Mmh, mmh, Et puis prier, et puis prier, prier et attendre que l'orage passe. mmh. Donc voilà aujourd'hui comment j'arrive à retrouver des ressources. Les différentes stratégies, Vraiment ouais. ça va Donc, je intéressant. retiens, bah, Ouais, te connecter à plus grand que toi, ça ouais, je vois que c'est quand même ouais, un pilier important. Heu, ouais, Nourrir tes pensées, enfin, nourrir ton mental avec des pensées, voilà, ouais, d'espoir, donc voilà, que ce soit voilà, podcast ou j'entends, c'est ça. ou un livre audio, du coup, je présume, puisque je voulais, Ouais, livre audio. un Livre livre audio. Je suis audio, très très voilà. fan. Ouais, c'est ça et ouais et alors le
Là, c'était plus visuel, c'était regarder, tu parlais de paysage, de pouvoir rouler. se voir plus promener, c'est ça, dans la nature, En fait, dans ces moments-là, moi, je me sens prisonnière de moi, tu vois. Et le fait de prendre ma voiture et d'aller rouler et de me mettre, du coup, un bon podcast, ça me redonne ma liberté, en fait. Parce que du coup, je me sens oppressée et je me dis, mince, je suis enfermée dans emprisonnée toi-même. voilà, je suis enlisée dans mon problème. Et là, du coup, de rouler, hop, ça me redonne de la liberté. Voilà, et de me dire, OK, il y a plus grand que moi, en plus. Parce que quand tu sors de chez toi, hein, ou de l'endroit où tu te sens oppressé, ouf, ok, je suis juste une petite chose et il y a beaucoup plus grand. Et là, tout de suite, ça détend et ça nous remet dans le contexte de la planète, de l'univers. Et tu te dis, ok, cool, il y a plus grave, il y a plus grand. Et hop, je m'écoute du bon contenu et tout de suite, ça va me rebooster, me remotiver et m'inspirer. Bizarrement, il va y avoir de l'inspiration. Et d'ailleurs, je crois que les meilleurs contenus, les meilleures choses que j'ai pu faire, vraiment, elles sont venues dans ces périodes-là. Enfin, juste après, en fait, dès que j'ai réussi à surmonter cette période de down, de vide, wow, il y a une inspiration et une énergie incroyable, hein. Des choses que j'avais jamais partagées auparavant. Ouais. Cool. Là, ça fait un petit moment qu'on est en train d'échanger. Du coup, j'aurais envie de te proposer, voilà, pour les personnes qui nous écoutent, c'est un mentor qu'on a en commun aime bien poser cette question en interview, de dire si tout disparaît, tu as juste une feuille, un message à mettre dessus, tu mettrais quoi dessus? Donc, c'est un peu la même idée. C'est OK. Qu'est-ce que tu auras envie que les personnes retiennent particulièrement de ton interview? Un message qui vraiment, tu dis non, ça, ce serait vraiment le message, le takeaway, la conclusion de cette interview. Ouais. Si j'avais qu'un seul mot, ce serait élève-toi. Élève-toi. Tu es ta propre limite. Tu es ta propre manière de voir les choses. Tu es celle qui prend les décisions. Élève-toi. Tu n'as de limite que toi-même. Fais péter ses limites et autorise-toi à être juste toi et être ce qu'il y a de plus beau en toi. Et accepte ce que tu es. Donc vraiment, ouais, ce serait élève-toi. On est là pour s'élever. Merci beaucoup, Ikram, pour ce partage, en tout cas, qui m'a donné quelques frissons. Donc, c'est mon indicateur, ma boussole intérieure en général quand j'ai de l'inspiration. Donc merci pour ça, vraiment. Et je suis vraiment ravie, du coup, que tu aies pu partager ton histoire pour le podcast. Je pense que les personnes qui nous écouteront auront aussi pu prendre quelques pépites de ce que tu nous as partagé. Et puis clairement, du coup, s'élever. À travers ton histoire. En tout cas, c'est l'intention que je pense qu'on pose toutes les deux aujourd'hui. Et donc, je te remercie énormément et puis je te dis à très, très bientôt. À bientôt. Salut.